monde, euh, vous allez certainement remarquer que j'ai une voix enrouée, je suis grippé, mais je vais m'efforcer à mieux m'exprimer ou parler à haute voix pour que vous arriviez à me comprendre ou à m'écouter. Alors donc, chers collègues, nous avons l'honneur ce soir de vous partager donc le fruit de nos recherches qui a porté sur l'anatomie microchirurgicale de les citernes de la base. Donc, pour mieux saisir la portée de ce sujet, il est judicieux d'avoir quelques notions fondamentales, hein, notamment sur tout ce qui concerne l'hydrodynamique du LCR. Donc, on connaît que le LCR est sécrété par les ventricules latéraux, va emprunter le troisième ventricule, le quatrième ventricule pour se répandre au niveau des citernes de la base via les foramens de Magendie et de Luschka. Donc, il faut comprendre ce phénomène d'hydrodynamique pour comprendre quel est l'intérêt de ce chapitre qui porte sur les citernes de la base. Et puis, bien sûr, connaître aussi la vascularisation de l'encéphale, vous comprendrez le pourquoi lors de la suite de cet exposé. Et bien évidemment, avoir des notions sur l'anatomie de la base du crâne qui est constituée de foramen où passent les différents éléments vasculo-nerveux. Donc, en guise d'introduction, les citernes de la base sont des espaces dans la cavité crânienne qui sont limités par les méninges, donc formant ici un élargissement de l'espace sous-arachnoïdien. Donc, ils sont nommés en fonction de leur position anatomique et on doit la connaissance microchirurgicale de ces structures par le père de la microchirurgie, qui est le professeur Yazargil. Alors, donc, les citernes, ils sont remplis du liquide céphalo-spinal, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, dans ces citernes, ils traversent des éléments vasculaires et nerveux qu'on essaiera de voir dans la suite de notre exposé. Et puis, donc, la procédure chirurgicale qui consiste à aborder les citernes, c'est ce qu'on appelle la cysternostomie, qui aujourd'hui est rentrée dans les recommandations de la prise en charge de l'hypertension intracrânienne lorsque nous réalisons un volet décompressif chez les traumatisés crâniens graves. Donc, on verra aussi par la suite. Alors, un mot sur les rappels embryologiques. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros. Alors, donc, sur le plan embryologique, l'étude de l'ultrastructure des méninges chez l'homme fait encore défaut. Donc, nous sommes basés sur les études menées par Saint-Sénig et puis Schechmer. Donc, en analysant ces deux études, on comprend que chez l'homme, généralement à la fin donc, de la période embryonnaire, il y a eu une formation de la cavitation de la méninge primitive. Et au sein de la cavitation de cette méninge primitive, il va se former un espace sous-arachnoïdien primitif qu'on voit sur le schéma ici. Je vais mettre en mode pointeur. Voilà, donc ici, donc, nous avons ici représenté de façon schématique ce qu'on appelle par la méninge primitive, ou au sein duquel il va avoir donc la formation d'un espace sous-arachnoïdien. Et donc cet espace sous-arachnoïdien qu'on voit ici va être constitué donc d'une interface qui est constituée de multiples cellules hein, qui sont denses. Et puis, donc, au sein de cette interface, il va y avoir deux couches. Il y aura une couche qui va être attachée à la dure main et une couche qu'on va appeler la barrière arachnoïdienne. Et donc, c'est au sein de cette barrière arachnoïdienne que va se développer
l'arachnoïde. Et les citernes vont être issues donc de la régression totale des travées arachnoïdiens. Ce qu'on voit ici, ce sont des travées arachnoïdiens. Donc, lorsqu'elles vont régresser totalement, elles vont laisser un espace sous-dural qu'on va appeler citerne. Comment classifier les citernes de la base? Alors, souvenez-vous qu'en introduction, nous avons dit que les citernes prenaient le nom en fonction de leur position anatomique. Donc, on va distinguer deux groupes. On aura donc des citernes au niveau sus-tentoriel et puis des citernes au niveau sous-tentoriel ou infratentoriel. Donc, là-dedans, on remarque respectivement qu'il y a 12 et 10 citernes. Et donc, ces citernes ont été réparties en sous-groupes, donc en 4 sous-groupes. On aura des citernes qui sont situées en antérieur, des citernes en latéral, en position postérieure et des citernes en position supérieure. Je vais vous laisser visualiser cette diapositive pour quelques secondes afin de vous permettre de vous familiariser théoriquement avec ces structures anatomiques dont nous allons aborder quelques-uns de façon détaillée. Alors, donc, comme nous l'avons dit en introduction, que les différents citernes étaient traversés par des éléments vasculaires et nerveux. Donc, on a pris de façon non exhaustive des citernes que nous allons détailler. Au niveau supratentoriel, par exemple, nous avons choisi de vous parler de la citerne quotidienne qu'on rencontre un peu dans la pratique quotidienne, pas, bon, pas peut-être quotidienne, mais en tout cas, en neurochirurgie, dans les services où on fait un peu de vasculaire. Et puis, lorsqu'on aborde les lésions de la région cellaire et supracellaire, donc le plus souvent, on fait un abord périnéal qui nous donne accès à cette citerne. Donc, les limites de cette citerne au niveau supérieur, c'est donc la dure mère euh, au-dessus donc du processus clinoïde. Ici, ici c'est le processus clinoïde antérieur. Donc, vous arrivez à reconnaître ici le nerf optique avec par ici le chiasma. Donc, sa limite supérieure va être cette diurmère-là qui prend attache avec le processus clinoïde antérieur. Et puis, on parle aussi ici, donc vous avez donc, le lobe frontal avec sa portion orbitaire. Donc, alors, inférieurement, elle va être limitée par le sinus caverneux. Donc, le sinus caverneux, il est en bas. On voit ici, vous arrivez à reconnaître ici la carotide, donc qui va sortir du sinus caverneux, où il y a le siphon carotidien. Donc, lorsqu'elle sort, elle va rentrer dans sa loge qui est la citerne caverneuse où la partie inférieure, c'est le bord du sinus caverneux. Donc, médialement, ici, vous reconnaissez ici, puisque nous avons le nerf optique, donc c'est le cassement optique, et sa limite médiale est en rapport étroit avec la paroi de la citerne chiasmatique. Et puis, latéralement, ici, nous avons le lobe temporal dans sa partie mésiale, et puis le bord libre, normalement le bord libre de la tente du cerveau, prend attache avec la clinoïde antérieure. Donc, comme on l'a dit, ici, vous voyez bien que cette citerne, elle est traversée par la carotide interne. Donc, lorsque vous abordez un anévrisme de la bifurcation carotidienne, voilà, généralement, il faut ouvrir cette citerne pour avoir accès à la lésion. On a la citerne de la lamina terminalis, que j'ai voulu qu'on puisse en parler souvent, qu'on puisse en parler parce que on le rencontre aussi très souvent dans notre pratique. Alors, cette limite, et cette citerne plutôt, elle est limitée, donc il limite au niveau donc, de la face inférieure, sa face inférieure, sa face antéro-inférieure, donc elle est
Ici, prend attache avec le chiasma optique. Ici, nous avons le chiasma optique. On reconnaît bien les deux nerfs optiques. Donc, on voit ici au niveau de sa face antéro-inférieure qu'elle s'attache au chiasma optique. Au niveau antéro-supérieur, on voit comment est-ce qu'elle rentre ici dans l'espace du corps calleux où elle s'insère avec le rostre du corps calleux. Donc, sa limite postérieure, on s'imagine derrière la communicante antérieure ici, la communicante antérieure, on s'imagine qu'il y a la lamina terminalis, qui est la limite postérieure de cette citerne. Et cette citerne contient, tel qu'on le voit ici, si nous avons donc la cérébrale antérieure, la communicante antérieure. Donc là, j'ai choisi de vous mettre cette image qui présente les compositions des autres citernes que je n'ai pas détaillées, mais que vous verrez après lorsqu'on rendra disponible le manuel. Donc, pour les citernes infratentorielles, j'ai choisi la citerne prépontique qui généralement se situe au niveau donc de la face antérieure du pont et du clivus. Donc ici, la citerne elle se situe à ce niveau. On reconnaît bien donc le tronc basilaire. Donc ici, nous sommes carrément en avant du pont. Donc on a dit sa face antérieure, elle est située entre le pont et le clivus. La structure osseuse qui est en face donc de cette région, c'est le clivus. Donc supérieurement, elle va être limitée par la citerne interpédonculaire qui se situe à ce niveau. Et puis dans sa partie inférieure, elle est limitée donc par une couche diomérienne qui est épaisse au niveau donc, de la jonction des deux vertébrales qui va donner le début du tronc basilaire. Donc, cette citerne, telle qu'on la voit ici, donc elle contient le tronc basilaire, les origines de l'AICA. Donc, ici, on voit ici, c'est l'artère cérébelleuse antérieure. Et puis, le trajet cisternal du nerf abducens. J'ai également choisi de vous parler de la citerne cérébelleuse latérale qui est très complexe et riche en structures vasculo-nerveuses, donc qui est située en avant et en arrière de la moelle allongée. Donc, en antérieur, il y a un feuillet arachnoïdien qui est moins clair, qui la sépare avec la citerne prémédulaire. Et puis, donc, il y a un phéton au niveau du sillon pontomédulaire en haut, donc elle descend jusqu'au niveau du foramen magnum. Latéralement, elle est limitée par l'os occipital avec les foramen jugulaires et hypogastriques et elle contient ici l'artère basilaire, mais qu'on ne voit pas bien, qu'on ne voit pas très bien avec cette image, mais on voit ici quand même euh, il y a l'artère cérébelleuse postérieure. Et puis, il y a les veines et puis le paquet des nerfs crâniens mixtes, le 12 qu'on voit ici, le 12, voilà. Le 12 qu'on ne voit pas bien ici, mais donc ici, nous avons le 11 qu'on voit ici avec ces nerfs intracrâniens et puis le départ de son trajet intrarachidien. Donc, on voit également le 9 et puis le 10. Alors, donc, comme on l'a dit précédemment, que ces citernes sont traversées par des éléments vasculaires et puis nerveux. Ici, je vous ai mis une diapositive des différents citernes qu'on retrouve au niveau infratentoriel avec leurs différentes structures anatomiques que vous aurez l'occasion de visualiser lorsqu'on mettra à disposition de tout un chacun ce manuel afin de se familiariser avec les différentes structures. Alors, j'ai choisi également vous parler de cette membrane, la membrane de l'uléquiste, qui n'est pas en soi une citerne, mais elle est formée de deux couches
qui donne l'impression que c'est une citerne. Et j'ai choisi de parler de ça parce que c'est un élément qui est très important, surtout lorsque nous réalisons une ventriculocysténostomie. Il faut ouvrir cette membrane pour espérer avoir un résultat efficace du geste de ventriculocysténostomie. Donc, comme on a dit, il y a deux membranes. Il y a une membrane diencéphalique et il y a une membrane mésencéphalique. Alors, donc, cette membrane diencéphalique qu'on voit ici, donc, elle a un trajet qui est postéro-supérieur. Elle va arriver, donc, au niveau du tronc cérébral, où elle va s'attacher avec les corps mammillaires qu'on voit ici. On voit les corps mammillaires. Et cette membrane, elle est épaisse. Elle est très épaisse. Et elle va former, donc, le toit de la citerne interpédonculaire. Et puis, la deuxième membrane, c'est la membrane mésencéphalique qu'on voit ici en rose, qui est située carrément de ce côté-là. Donc ici, on a fait un grossissement de cette membrane. Elle est plus fine par rapport à la membrane diencéphalique. Elle va s'attacher au niveau donc du sillon pontomésencéphalique, juste à l'extrémité de la bifurcation du tronc basilaire, ici. Donc nous avons le tronc basilaire et elle va s'insérer jusqu'à son extrémité. Et donc cette membrane, au sein de cette membrane, il y a l'artère basilaire, il y a la communicante postérieure, il y a la cérébelleuse supérieure, et puis il passe aussi le nerf 3 qu'on voit ici, et puis au sein de cette loge, on retrouve un complexe veineux. Alors, quelques considérations cliniques concernant ce que nous venons de voir précédemment. Dans le cas des hémorragies méningées avec rupture d'anévrisme, on a l'habitude d'utiliser la classification de Fischer, cette classification qui, elle, permet de décrire la présence ou non donc, du sang au niveau des espaces sous-arachnoïdiennes, au niveau donc, des ventricules ou au niveau parenchymateux. Et donc, au niveau des ventricules, au niveau parenchymateux, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la présence donc du sang au niveau des espaces arachnoïdiens et au niveau des citernes de la base. Donc ici, vous voyez ici, on a une hémorragie méningée, Fischer 3, avec du sang tout autour des citernes de la base. Et même on voit ici du sang au niveau donc, de la citerne sylvienne. Et lorsqu'on en père opératoire, lorsque nous abordons le malade pour aller clipper un anévrisme, donc ici, vous voyez sur cette image, père opératoire, on est en train d'ouvrir la vallée sylvienne avec une issue du LCR. Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue lorsque je passais mon cursus au CHU. On avait un prof, donc lui, il suffisait juste de voir la localisation donc de l'hématome ou de l'hémorragie majoritairement euh, au niveau des citernes pour vous dire qu'il s'agissait de l'anévrisme, par exemple, de la communicante antérieure ou bien un anévrisme plutôt de la cérébrale moyenne. Bon, comme j'étais à mes débuts, je trouvais ça magique, hein. J'étais très ébloui par le fait que le gars, rien qu'en voyant l'hémorragie méningée, il vous dit que non, voilà, c'est probablement un anévrisme de telle localisation. Mais alors que c'est au fil du temps, j'ai fini par comprendre que en fait, il avait juste une représentation anatomique des citernes où chaque fois qu'on a une hémorragie dans une citerne donnée, elle correspondait donc à la structure vasculaire qui passait au sein de cette citerne. Et puis, j'ai choisi de vous parler de traumatisme crânien grave où nous utilisons le score des citernes qui est un signe indirect d'hypertension intracrânienne. Et actuellement, la cystérénostomie est devenue une recommandation dans le cas des volets décompressifs d'un traumatisé crânien grave. Donc, lorsque vous réalisez un volet décompressif pour évacuer certains hématomes sous-durales, oui, il faut penser à faire une cystérénostomie parce que elle rend énormément service aux malades.
Et puis ici, vous avez donc la classification de Rotterdam qu'on utilise genre pour classer indirectement une hypertension intracrânienne lorsque nous avons soit une compression des citernes ou encore une absence des citernes. Donc ici, sur cette image, le traumatisme crânien, donc on voit ici, vous reconnaissez donc cet hématome sudjural avec hémorragie sous-arachnoïdienne et même au niveau des citernes. Donc on voit ici la citerne ambiante qui est complètement effacée du fait de l'effet de masse. Donc on peut déjà ici dire que voilà, le malade il est en hypertension intracrânienne avec un effet de masse, puisque la citerne ici, elle est effacée, c'est un signe indirect. Donc, lorsque vous analysez le scanner, si vous n'arrivez pas à voir peut-être des éléments, vous pouvez avoir un hématome sous-dural qui est minime, qui se confond avec la densité osseuse, mais il y a des éléments indirects qui peuvent vous dire que voilà, l'effet compressif est à ce niveau, c'est là-bas où il faut agir. Alors, un cas illustratif, pour lequel tous on va vouloir participer. Donc, c'est un schéma que j'ai pris comme ça, qui n'est pas annoté. Mais bon, ensemble, on va essayer de donner, on va annoter plutôt ce schéma. Si vous êtes partant, on peut commencer, hein, on ne va pas désigner celui qui est en première, en deuxième, troisième année. Bon, la parole est donnée à tout le monde, celui qui se sent prêt, qui peut oser, il peut commencer à noter. Vous me recevez? 5 sur 5. Allô? Oui, On peut commencer à noter le schéma. oui. Le chiffre, le chiffre 1, c'est quelle structure? Bon, ici déjà, ici c'est le tronc basilaire. Oui. Donc ici, c'est le tronc basilaire. Oui, pardon? Je propose la citerne interpédonculaire. Ouais, deux. C'est les deux. Oui, interpédonculaire. Ici, tu as le tronc basilaire. Oui, Donc, si tu as le tronc basilaire, tu es en bas, tu es au niveau du pont. Parce que interpédonculaire, ça veut dire que tu es au niveau de la bifurcation du tronc basilaire qui va donner les cérébelleux supérieurs. Donc, on a ici, comme nous avons ici le tronc cérébral, bon, moi, je pense qu'il s'agit de l'autre là, de la citerne prépontique, puisque de la citerne prépontique, c'est là où passe le tronc basilaire. mais bon, comme sur Je le peux... schéma, ils ont dessiné les P1 aussi, bon, c'est pour ça que je me disais. Pardon? Vu qu'ils ont représenté les P1, est-ce que c'est pas un peu plus haut Oui. que la terminaison? Bon, si on avait mis, s'ils avaient mis le chemin ici, bon, je pense, si on avait mis ici, on pouvait dire que c'est prêt, mais regardez là où ils ont mis le trajet. Ok, Hum. Puisqu'au d'accord. niveau de ces deux espaces, au niveau de ces deux espaces, la membrane qui les sépare, elle est vraiment virtuelle. Elle est très virtuelle et très fine, comme on l'a vu au niveau de la membrane de l'iléocyste. D'accord. Mhm. Le 2, Alors, le Parce qu'en fait, 2, plus à la citerne, on sert que dans non. en tout cas, dans la région 2, il y a le chiasma optique. Oui. Est-ce que c'est pas la citerne chiasmatique? oui, ça c'est ça c'est le chiasme optique, oui. Mhm. Ouais. Moi, j'aurais Alors, proposé la citerne chiasmatique. c'est donc là. Ouais, la citerne pré-chiasmatique, oui. Chiasmatique, oui. La citerne chiasmatique, puisque si nous avons le chiasma, oui, c'est la citerne chiasmatique. Et le 3, Le 3, la citerne carotidienne. Là, on est à ici, gauche. voilà, nous avons la carotide ici, donc avec le départ ici
la carotide qui va donner la cérébrale antérieure et puis la cérébrale moyenne. Et le 4, Système latéral. Et tout. Et tout. et ça, c'est quelle structure? Ça, c'est quelle structure? C'est la P2, je pense. Voilà, donc la P2, la La cité P2, ambiante. et la P2, la P2 elle passe par où pour arriver au niveau hum, de, du lobe occipital? Il passe Ah, par, il passe en périmésocéphalique. oui. Donc ça, c'est probablement la citerne ambiante. Parce que si elle passe en périmésocéphalique, la citerne latérale en périmésocéphalique, c'est la citerne ambiante. Et Voilà. une citerne ambiante, on entend. Est-ce que pour l'assistance, c'est quelqu'un qui a une proposition? Bon, on va continuer. Je pense qu'il y a Ferrol qui réagit. Et ici, ça, c'est quelle structure? Quelqu'un a une idée? Alors là, par contre, j'arrive pas. Parce que pour trouver cette citerne, il faut d'abord reconnaître la structure. Bon, moi, c'est comme ça que je me suis amusé avec cet exercice. Il faut d'abord reconnaître la structure. Une fois qu'on reconnaît la structure anatomique et facilement on peut trouver le nom. C'est quelle artère? C'est pas la corédienne antérieure. Non, Ouais, la corédienne antérieure. Non, non. Elle doit c'est être un peu la plus. coordonnée. Parce que ici, on reconnaît, puisque c'est le cassement optique, donc c'est l'ophtalmique. Oui. L'ophtalmique. Ici, nous avons la communicante postérieure. Et donc, ici, c'est la corédienne antérieure. Ok. C'est la corédienne antérieure, donc c'est la cissure crânale. La cissure crânale, c'est là où passe la corédienne antérieure avant de rentrer au niveau de la fissure corédienne. Et ici, c'est quelle citerne? C'est la citerne de la vallée sylvienne. Les trucs La citerne sylvienne. Ouais. La citerne sylvienne. profondes et Et, superficielles. et ici, on La va d'abord citerne de prendre la lame. Ok. 7. Sept- le 7, je propose comment la citerne précalcanéenne. Calleuse. Calleuse, voilà. Calleuse, voilà. Précalleuse. Bah, les autres aussi participez, s'il vous plaît. Ne laissez pas Ferrol seul donner les réponses. Non, mais on va avancer. Ça fait bientôt 5 minutes qu'il est le seul à répondre. Donc, on ne va pas traîner. Voilà. Et donc, ici, en 8, comme tu as dit, hein, c'est la La lame citerne de la terminale. 10, voilà, avec la communicante antérieure, les deux cérébrales antérieures, et puis la portion A2 de la cérébrale antérieure. Voilà, ok. Merci, docteur Ferrol, pour cet exercice, d'avoir participé à cet exercice. Donc, en conclusion, la connaissance profonde de la neuroanatomie dans les détails, c'est microchirurgical, j'allais dire, hein. Excusez-moi, j'ai écrit microscopique, c'est microchirurgical des citernes. Donc, on va permettre de bien planifier la chirurgie parce qu'on a plus de repères. On sait que, voilà, donc pour aborder, par exemple, la carotide, il faut
ouvrir la citerne carotidienne pour avoir accès à, à l'artère carotidienne, que ce soit un anévrisme, soit de la cérébrale moyenne. Donc, il faut d'abord avoir une représentation anatomique de ces structures. Une fois que nous avons une représentation anatomique, qu'on les connaît, ça nous permet de mieux aborder notre lésion. Et puis, la cysternostomie, bien que nous la réalisons lorsque nous abordons, donc on l'a dit, puisque nous sommes dans un neurovasculaire, les lésions vasculaires que nous opérons pour clipage d'anévrisme, mais la cysternostomie est également recommandée actuellement dans le traitement de l'hypertension intracrânienne en cas de volet décompressif. Donc, j'insiste sur ça. Lorsque vous faites les volets, en profitez de vous exercer à avoir accès aux citernes de la base, les disséquer, les exposer, puis les ouvrir. Ça permet d'assurer une bonne détente cérébrale et même de réduire la pression intracrânienne. Même dans la chirurgie anévrismale, c'est ce qu'on fait. Une fois qu'on arrive au niveau de la base, dès que vous arrivez, vous ouvrez les citernes, avec l'issue du SCR, on a une très bonne détente cérébrale qui nous permet de naviguer, disséquer sans trop léser le parenchyme. Donc, voici les références que nous avons utilisées pour réaliser ce travail. Merci pour votre attention et puis pour les passionnés du football comme moi, je vous souhaite un bon divertissement pendant ces moments.